le Congo est devenu le Far West et la police congolaise se livre à des atrocités. Et on ne comprend pas comment des magistrats peuvent se rendre complices de ces violations en masse des droits humains. On a une police qui torture et tue. C'est aussi simple que ça. Et un sergent, un capitaine ou un officier de police qui tue quelqu'un en public et qui n'est pas poursuivi. Alors, vous est-il arrivé de remonter le fil pour comprendre pourquoi est-ce que ces policiers tuaient en toute impunité comme ça? Est-ce qu'ils ont des consignes qu'ils auraient reçues de leur hiérarchie ou c'est simplement par zèle qu'ils le font? Je vais vous lire un témoignage d'un policier qu'on a rencontré. Les ordres sont clairs. Lorsque les bandes s'affrontent, nous avons l'ordre d'intervenir et de faire usage des armes létales. Voilà, ça c'est un policier qui nous dit. Les ordres sont clairs. Nous devons faire usage des armes létales lorsqu'on intervient. Contre des Il y a civils non armés. contre les civils non armés. Et il y a un commissaire, le commissaire Chalai, Zulu Chalai, qui après avoir commis son forfait, il a exécuté en public un jeune. Et il nous a dit, si j'avais mal agi, je ne serais plus à mon poste. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours commissaire dans ce commissariat en train de semer la terreur euh, dans le quartier à Mayanga. Donc, vous voyez bien que c'est pas juste, c'est pas une dérive. Ce ne sont pas des actes isolés. Ça témoigne plutôt, ça en dit plutôt long sur le caractère, sur un mode de gouvernance. Il s'agit de gouverner par la terreur, de terroriser la population, de traumatiser la population, parce que lorsque vous assistez en public à l'exécution d'un jeune de 15 ans en public dans le quartier, ce sont des traumatismes qui ne s'effacent pas. Parfois, une vie ne suffit pas à réparer ce genre de traumatisme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur TELAR TV R7 en compagnie de Gershom Gobouang, responsable programme campagne et plaidoyer au Centre d'action pour le développement, le CAD, une ONG congolaise de défense des droits de l'homme qui vient de rendre public son rapport annuel 2023 intitulé Quand le déni des droits humains est au pouvoir, supposé au Congo-Brazzaville. C'est bien cela, Gershom? C'est bien ça, Christian Perrin. Quand le déni des droits humains est au pouvoir au Congo-Brazzaville. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de TELAR TV R7. Nous allons explorer votre rapport 2023 qui met en relief 2098 violations des droits de l'homme répertoriées au Congo-Brazzaville en une seule année. C'est bien cela. Justement, c'est notre travail entre janvier, et on n'est même pas encore le 31 décembre, donc c'est notre travail entre janvier et fin novembre. Mais ce n'est que la partie visible, ce n'est que la partie visible, comme je le dis sur toutes les interviews que je suis en train de passer. C'est ce que notre organisation a pu documenter. Et on conseille aux journalistes que vous êtes et aussi à tous les observateurs, tous ceux qui suivent la situation des droits humains au Congo, de lire aussi les rapports d'autres organisations pour avoir une idée un peu plus nette. Bien voilà, Gershom, avant de continuer, je vais vous inviter à suivre un reportage de Arsène Séverin, reportage audio que TELAR TV R7 habille avec les images de la police congolaise en pleine action des violences et des tortures en République du Congo et on reviendra sur le plateau pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Suivez. C'est avec la douleur d'avoir perdu un fils mort des suites de la torture au commissariat de police de Makele-Kele que M. Samba tente de reconstituer un souvenir lugubre. Un pain de glace était déposé sur le dos de l'aîné. Au terme de cette action, il y a eu une ouverture, une tache sanguinolente. C'est juste en constatant qu'il est ramené à la clinique et la clinique a évacué à Makele-Kele où le décès a été constaté à l'inspection de la police. Vraiment, ils étaient même énervés, ils étaient découragés. Magali, elle, a vu s'arracher à la vie un garçon de 17 ans alors qu'il sortait d'un concert musical
avec les amis de quartier. Mon fils, j'ai vu sur le corps de l'enfant les traces de torture. Avant de le tuer, les policiers l'ont d'abord frappé, puis ils lui ont tiré 2 balles. Ils disent que mon fils était un colonna, un bandit, ce qui n'est pas vrai. J'ai porté plainte contre l'État congolais, je veux savoir ce qui s'est passé. Je ne peux pas facilement perdre un garçon de 17 ans. Jeune garçon de 17 ans, à Kikaboy, et bien, ma soso matangate, et ngai na lingi justice, tamboka na so, et ça, la maya, on a porté plainte. Un autre parent, Frédéric, a perdu son enfant de 15 ans, fusillé publiquement de 4 balles par les policiers. On va exécuter l'enfant par le commissaire et un monsieur qui va quitter Ngangalingo devant vous. Il vient loger 2 balles et le commissaire 2 balles. Ils ne sont jamais inquiétés jusqu'à nos jours. Alors c'est très grave. Dans le rapport de 134 pages qu'il a publié à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le Centre d'action pour le développement CAD a documenté tous ces faits et plus de 2000 autres cas de violation des droits de l'homme pour l'année 2023. Trésor Ndila-Kende est le directeur exécutif du CAD. On constate une dégradation de la situation comparativement à 2022 où nous avons documenté 572 violations. Cette année 2023, 11 mois, nous avons documenté 2098 violations. C'est un signal très inquiétant qui montre que les gouvernements ne fournissent pas d'efforts pour améliorer la situation et c'est regrettable. Aujourd'hui, la situation des droits humains est inacceptable. Le CAD accompagne les victimes ainsi que les parents des victimes pour que les juges disent le droit en leur faveur. Mais les procès ne se tiennent pas. Les magistrats trouvent ces affaires trop sensibles pour les juger, selon Monica Ngalula, responsable du programme assistance légale du CAD. Les dossiers sont bloqués, les preuves sont là, mais il n'y a aucune condamnation de la justice, rien ne bouge. Eh bien, voilà, vous venez de suivre ce reportage avec moi et vous avez certainement entendu dire le reporter que finalement, les magistrats congolais n'osent pas instruire les dossiers sur les crimes policiers, les tortures, les exécutions sommaires, prétextant que ce sont là des dossiers sensibles. Que peut-on comprendre par là? Mais d'abord, je dois dire que la police congolaise est dans une dérive qui ne dit pas son nom, parce que dans la lutte contre le banditisme urbain, nous avons une police qui combat le crime par le crime. Mais ce qui est criard et ce que M. Séverin dit dans son reportage, c'est que la justice se couche totalement devant cette police, refusant d'ouvrir des enquêtes lorsque des policiers sont cités pour des cas d'exécution sommaire et de disparition forcée et même de torture. Mais moi, Est-ce qu'on personnellement, on peut aussi comprendre par là que la police est au-dessus de la justice congolaise, c'est ça? mais justement, ça veut clairement dire qu'on n'a pas une justice indépendante, mais pire, qu'on a une justice à 2 vitesses, parce qu'on se souvient tous récemment avec l'affaire dite Mère Alice, lorsque les victimes de ce braquage étaient des proches de la famille présidentielle, il y a eu très vite un procès, bien que des policiers haut gradés comme le capitaine Morgan aient été parmi les accusés. Donc, ce n'est pas une question de quand c'est la police, c'est sensible. Non, c'est que lorsque la famille, les amis, le cercle du pouvoir ne sont pas concernés, le petit peuple, la police peut continuer à l'exterminer et à semer la terreur. Et donc, vous êtes en train de dire c'est une justice un double standard, c'est-à-dire dès lors que les membres du cercle du pouvoir, s'il faut le dire comme ça, sont concernés à ce moment-là, il y a un semblant de justice, il faut le dire comme ça. Le Congo est devenu le Far West et la police congolaise se livre à des atrocités et on ne comprend pas comment des magistrats peuvent se rendre complices de ces violations en masse des droits humains. On a une police qui torture et tue. C'est aussi simple que ça. Et un sergent, un capitaine ou un officier de police qui tue quelqu'un en public et qui n'est pas poursuivi, qui tue quelqu'un en public, je ne vois pas le rapport avec
en quoi ça pourrait déranger le pouvoir de M. Sassou, que ce policier-là soit poursuivi, un policier qui sème la terreur dans le quartier. Il faut que la justice mène des enquêtes et que la justice l'empêche de nuire à la population pour préserver la quiétude et la quiétude des populations, pour que les populations soient en sécurité, en sûreté. On a plus l'impression que lorsque la police est dans les parages, vous êtes en insécurité. Alors, vous est-il arrivé de remonter le fil pour comprendre pourquoi est-ce que ces policiers tuaient en toute impunité comme ça? Est-ce qu'ils ont des consignes qu'ils auraient reçues de leur hiérarchie ou c'est simplement par zèle qu'ils le font? Je vais vous lire un témoignage d'un policier qu'on a rencontré. Les ordres sont clairs. Lorsque les bandes s'affrontent, nous avons l'ordre d'intervenir et de faire usage des armes létales. Voilà, ça c'est un policier qui nous dit. Les ordres sont clairs. Nous devons faire usage des armes létales lorsqu'on intervient. Contre des civils non armés. Contre les civils non armés. Et il y a un commissaire, le commissaire Chalai, Uzunu Chalai, qui après avoir commis son forfait, il a exécuté en public un jeune. Et il nous a dit, si j'avais mal agi, je ne serais plus à mon poste. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours commissaire dans ce commissariat en train de semer la terreur dans le quartier à Mayanga. Donc, vous voyez bien que c'est pas juste, c'est pas une dérive. Ce ne sont pas des actes isolés. Ça témoigne plutôt, ça en dit plutôt long sur le caractère, sur un mode de gouvernance. Il s'agit de gouverner par la terreur, de terroriser la population, de traumatiser la population, parce que lorsque vous assistez à l'exécution d'un jeune de 15 ans en public dans le quartier, ce sont des traumatismes qui ne s'effacent pas. Parfois, une vie ne suffit pas à réparer ce genre de traumatisme. Et donc, si j'ai bien compris, ils ont, comme vous venez de le lire là, ils ont l'ordre d'utiliser les armes létales, c'est-à-dire de tuer. C'est un ordre expressément donné par la hiérarchie, c'est ça. Et justement, sinon, comment on peut expliquer que des policiers qui ont exécuté en public devant une cinquantaine, une centaine de témoins qui ont exécuté une personne ne soient pas inquiétés, continuent à travailler, ne soient pas interpellés par l'inspection générale de la police, par le commandement des forces de police, donc leur hiérarchie directe, qu'il n'ait pas de sanctions disciplinaires, et pire, qu'ils ne soient pas interpellés par la justice, puisque l'acte est commis en public, le procureur peut au moins s'autosaisir et engager des poursuites contre ces policiers. Ça ne menace en rien le pouvoir de Sassou. Ça ne menace en rien le pouvoir du président de la République. Mais on laisse faire parce qu'il faut terroriser les gens, parce qu'il faut une gouvernance basée sur la terreur. Mais nous savons également que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Est-ce que le fait de tirer sur les civils non armés inoffensifs, en fait, justement, des crimes contre l'humanité, ça? Justement, plus on avance, ce sont des atteintes au droit à la vie. Vous savez, même si ce seraient des bébés, même si on suppose que ces jeunes sont des bandits en puissance et qu'il faille empêcher de nuire, mais le Congo, malheureusement, a changé la constitution en 2002, a banni la peine de mort, la peine de tuer. Aucun citoyen congolais n'a le droit d'en tuer un autre. Même les magistrats... Pardon, Gershom, à ce niveau-là, il faut qu'on soit un peu précis, on va s'arrêter un instant. Même si c'est un bébé noir, comme on le dit, on suppose que c'est un bandit, mais dès lors qu'on a mis la main sur lui, il est inoffensif. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on puisse exécuter un tel jeune qui devrait normalement passer devant la justice pour comprendre évidemment le système, qu'est-ce qui s'est passé concrètement autour de lui, pourquoi est-ce qu'il est arrivé à poser cet acte. Ce qu'on fait, c'est de l'éliminer aussitôt, probablement pour effacer certaines traces, pourquoi pas, mais dans le même temps, je voudrais aussi signaler ici, il y a bien des jeunes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir avec ce banditisme, mais qui ont été exécutés en public devant les parents. Et ces cas-là sont nombreux au Congo-Brazzaville. Justement, ce que je suis en train de dire, l'excuse, c'est
nous sommes en train de lutter contre le banditisme, la délinquance urbaine, contre les bébés noirs. C'est l'excuse. Une surenchère, il y a l'insécurité, il faut ramener la sécurité, donc il faut éliminer physiquement les bébés noirs. Et ce que je dis, c'est que la Constitution qu'on nous a fait changer, moi j'étais contre le changement de la Constitution, j'ai toujours milité contre le changement de la Constitution, mais Monsieur Sassou et son équipe qui ont choisi de changer la Constitution, ils ont inclus l'abolition de la peine de mort. Aucun citoyen congolais n'a le droit d'en tuer un autre. Et même si ça veut dire, pardon de te couper comme ça veut dire que ces policiers qui se livrent à ces actes de torture, d'assassinat, d'exécution sommaire sont passibles des poursuites judiciaires même plus tard. Justement. Parce qu'ils ont violé quand même la Constitution, leur propre Constitution. Ils ont violé la Constitution, mais les atteintes au droit à la vie sont plus que cela. C'est pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur les crimes imprescriptibles, les crimes contre l'humanité, les crimes contre la personne humaine, la torture, les exécutions extrajudiciaires ou les exécutions sommaires sont des crimes, et les disparitions forcées sont des crimes contre l'humanité. Et il n'y a pas de délai de prescription. Et plus on avance, plus ce système de gouvernance par la terreur, même les plus hauts dirigeants qui disent qu'ils n'ont pas donné l'ordre, même eux devront répondre de leurs actes. À croire que ces policiers ignorent la loi ou ils sont conscients que finalement, on fait quand même parce que nous avons l'ordre, mais que... ou peut-être qu'ils ignorent que finalement, ils seront rattrapés d'une manière ou de l'autre. Mais non, je ne peux pas croire que les policiers, ce sont des officiers, des commissaires, ignorent comme ça la loi. Dernièrement, en visite dans un commissariat, il y a un policier qui m'a récité les droits d'être détenu. Le droit d'être dans un environnement sain, tout ça, parce qu'il voulait que je lui donne 2000 francs avant de rendre visite aux détenus. Il m'a clairement dit, oui, nous, on n'a pas d'eau de javel ici pour nettoyer les geôles, mais vous savez que les détenus ont le droit d'être dans un environnement sain, comme vous venez leur rendre visite comme ça, il faut apporter quelque chose pour pouvoir l'acheter. Ils connaissent les droits humains. Et puis, même au cas où ils ne le connaîtraient pas, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Votre rapport a répertorié 2098 violations des droits de l'homme au Congo-Brazzaville en une seule année, 2023. Alors, je vais vous proposer une autre vidéo, un autre reportage, mais cette fois-ci, c'est un témoignage d'un parent qui s'est vu son enfant être exécuté sommairement. Il en témoigne et on reviendra sur le plateau. Suivez. On a tiré sur lui à 3 h du matin. Le corps a été déposé à 23 h. Donc, quand on trouve quelqu'un à 3 h du matin, on tue. Mais il est enregistré dans leur main couronne. Chose triste et curieuse. On évolue. Après, il fallait consulter le professeur Okiemi pour l'enterrement de l'enfant. On arrive à la mort du corps avec une déclaration faite à monsieur de la mort. Non, le corps a été confondu selon les indigents. Pour l'enfant n'a jamais été enregistré. Regardez l'escroc des Congolais. Monsieur Al-Ghazal, il travaille à la mort. Il fait une déclaration que l'enfant n'a jamais été enregistré dans un casier. Ça, c'est les preuves palpables. Donc, le corps de mon fils a été vendu. Ils ont avancé une raison à la mort qu'il était indigent. Ça, c'est pas écrit par nous. C'est pas mon écrit. Ça, c'est pas moi. C'est la mort. Ils m'ont fait comprendre qu'il était indigent. Il n'était pas enregistré. Les preuves sont là. On attend le procès. Il n'y a pas de procès. L'enfant n'a pas de tombe. Le corps de l'enfant est de ronge. Regardez mon état. Est-ce qu'il y a justice au Congo? Au Congo, il y a justice détenu. Il n'y a pas une justice générale. Voilà un parent qui, voilà, vous l'avez suivi. Hein. Est-ce que vous avez
Vous avez connaissance de ce dossier? Vous l'avez aussi Oui, nous avons travaillé C'était sur quoi ce cas. concrètement? Que s'était-il passé? Alors, le jeune a été arrêté avec 2 ou 3 de ses amis dans une buvette. D'abord, il y a déjà les conditions d'arrestation. Il n'y a pas de motif valable. Et, les policiers n'ont pas de mandat. Ils sont en train de boire dans un bar. Les jeunes sont là en train de boire. Donc, ils les ont interpellés. Ils passent la nuit au commissariat de Potopoto 3. Ils passent la nuit au commissariat de Potopoto. Et dans la nuit, ils sont conduits dans la cour d'une école, l'école de Potopoto 3, où ils sont abattus. Ils sont abattus. Il y a ce jeune, El Shaddai, et puis une autre victime qu'on n'a pas pu identifier malheureusement. Donc, ils sont abattus et même pour récupérer la police dépose le corps à la morgue, mais pour récupérer le talent, que les parents récupèrent le talent et puissent organiser les funérailles, ça a été un parcours du combattant. Il y a un policier qui a dit aux parents, lorsqu'un bébé noir est arrêté, aussitôt il est éliminé. Le corps est déposé dans une morgue. La police ne remet plus le talent du dépôt de corps aux parents. Donc, oui, mais ça, c'est la police qui le dit. Lorsqu'un bébé noir est arrêté. Je finis. Oui, allez-y. Les parents doivent fixer la date de l'inhumation et la police prendra les dispositions nécessaires pour enterrer. Oui, mais ce que je ne comprends pas, pardon, ce que je ne comprends pas, c'est que un policier peut décider comme ça, un soir ou un matin, aller arrêter n'importe qui et l'accuser de bébé noir et l'achever. Et ça, personne ne parle. La justice ne fait rien parce que c'est un dossier, entre guillemets, sensible. Mais c'est trop grave ce qui se passe au Congo actuellement. Ce qui est dangereux au Congo, c'est qu'on a donné à la police le droit de tuer. Donc, je l'ai dit en introduction, la police combat le crime par le crime. Mais la dérive, c'est que ça laisse un boulevard à tous les égarements possibles. Tu peux avoir une dispute de voisinage avec ton voisin qui est policier. Il reviendra le soir, il va t'embarquer, aller t'exécuter sous prétexte que tu serais un bébé noir. Ça devient la raison. Oui, mais il y a un problème par là, parce que les mots ont leur sens, Gershom, s'il vous plaît. Les mots ont leur sens. La police combat le grand banditisme. On peut comprendre ça. Ou lorsqu'elle attrape un bébé noir, ils ont des ordres, comme ils ont dit. Mais encore, il faut que la justice établisse concrètement que c'est un bébé noir ou c'est un bandit. Mais un policier ne peut pas se lever chez lui. Là, vous avez dit, parfois, ils n'ont pas de mandat. Voilà, et bien, ils apparaissent comme ça, par voie, dans une buvette, ils arrêtent n'importe qui pour aller l'achever. Ça, c'est eux qui le disent. Qu'est-ce qui prouve que celui qu'on est allé tuer, c'est un bandit? Par quel élément? Parce que là, ce n'est plus que la police est autorisée à tuer. Finalement, ça doit être un plan d'extermination de la jeunesse, simplement. Parce qu'il y a eu des cas qu'on nous a rapportés à nous, où des jeunes ont été arrêtés devant chez eux. Ça se passe à Pointe-Noire. On l'amène, on l'exécute, et tout le monde est surpris. Mais vous êtes venu le prendre devant chez nous, alors qu'il faisait chaud avec cette affaire de, comment on appelle ça, des délestages de tout le temps. Il faisait chaud dans la maison, il sort pour prendre de l'air, la police tombe sur lui et on va l'exécuter. Et là encore. Et l'exécuter dans la cour d'une école. Je vais terminer par là. Le pire, c'est que lorsque les parents sont allés chercher le corps, c'est-à-dire la dépouille de leur enfant, on leur dit, vous devrez payer 50 000 francs par balle, donc par cartouche qui a été tirée sur cet enfant. Donc, si on avait tiré 4 balles sur l'enfant, les parents doivent payer les 50 000 fois les 4. Est-ce qu'on imagine dans quel pays nous sommes là maintenant? Moi, je veux bien qu'on lutte contre le banditisme, d'accord, ok, mais il faut établir d'abord les faits, et c'est là que la justice devait intervenir. Malheureusement, dès le début, vous nous faites savoir que les magistrats vous disent ben, c'est des dossiers trop sensibles, ils ne peuvent pas toucher à ça. Sensibles en quoi? Alors pourquoi ils sont là? Est-ce qu'on peut parler encore de la justice au Congo? Non. Il n'existe pas, je le répète,
il y a une justice lorsque les proches de la famille présidentielle sont concernés. Les proches du clan, on va élargir, du clan au pouvoir sont concernés. Il n'y a pas de justice pour le petit peuple parce que là, on a une police criminelle, police criminogène, qui tue les jeunes citoyens congolais. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun parlementaire qui sont qui interpelle la police, qui en dans ces parle. circonscriptions, qui interpelle la police, qui interpelle le ministre de l'Intérieur. Aucun parlementaire n'ose poser la question au ministre de l'Intérieur, mais pourquoi en République du Congo, la police exécute les jeunes en public, tout en sachant que c'est anticonstitutionnel. Il n'y a aucun magistrat qui n'engage des poursuites contre des policiers, même quand les affaires sont révélées et rendues publiques, comme on le fait avec ce rapport, même quand les parents vont porter plainte, il n'y a aucune sanction disciplinaire prise par l'inspection générale de la police. Donc, on a une police qui est plus un cartel, une bande de criminels en puissance, plutôt qu'une police républicaine au service des populations. C'est une forme de justice populaire, ça? C'est plus du banditisme. Je dis justice populaire, c'est quand les populations se disent, bon, lorsqu'on emmène à la justice, on relâche. Lorsque les faits sont établis en plus. Ouais, lorsque les populations lynchent les gens, mais les populations ne sont pas armées. Là, on a des gens à qui on a donné une arme achetée avec l'argent du contribuable, qui utilisent cette arme, les moyens que l'État a mis à leur disposition, véhicules, tenues, contre les populations, armes, pour tuer des concitoyens. Et c'est une dérive totale. C'est pas pour ça. Moi, je ne paye pas les impôts pour ça. Je ne crois pas qu'il y ait un Congolais qui paye des impôts pour que, avec son argent, la police puisse acheter des armes pour tuer les jeunes citoyens congolais. Alors, Gershom, vous nous parliez d'une histoire ou d'un cas, il faut le dire comme ça, où un jeune qui avait été exécuté froidement, la dépouille, le corps s'était retrouvé à la morgue, mais bon, je ne sais même pas s'il faut dire chance ou malchance. Bon, voilà. La morgue constate, donc les agents qui travaillent là-bas constatent que finalement, la personne n'était pas encore morte. Donc, elle respirait encore et demande donc aux policiers de le ramener rapidement à l'hôpital pour qu'il soit sauvé. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors, justement, le jeune s'appelait Mbila Arnaud. Il avait 16 ans exactement. Et un dimanche, comme il y a des matchs de foot dans le quartier, il sort de chez lui pour aller suivre un match de foot. Et il n'est même pas arrivé là où ce match-là se jouait, qu'il a remarqué que des gens couraient dans tous les sens. Il y avait une bagarre entre les deux équipes qui pourtant étaient en train de jouer au football quelques minutes avant. Donc, il décide de s'abriter dans un garage qui est à proximité. Un certain Lazare, qui est un 12 apôtres, un auxiliaire de police, qui est propriétaire de ce garage, prend le jeune, le tabasse. Le jeune a 16 ans, Lazare, je ne connais pas son âge, mais il doit avoir plus de la trentaine sur les images qu'on a vues. Il le tabasse, il le roue de coups, le jeune est blessé et il appelle la police. La police arrive sur les lieux, exécute le jeune Arnaud. Arnaud est un vendeur d'arachide, un vendeur ambulant d'arachide qu'on n'a pas pu identifier aussi dans ce cas-là. Vous voyez, le cas précédent, on exécute des gens dans une école, c'était à Poto-Poto, mais cette fois-ci, c'est à Bakongo, entre Bakongo et Makele-Kele, la rivière qui sépare Bakongo et Makele-Kele, Zagarabangombe, pour ceux qui connaissent Brazzaville. Donc, c'est là que la police tire sur le jeune Arnaud. Ensuite, ils emmènent les deux corps à la morgue de Makele-Kele où les agents de la morgue disent qu'il faut ramener Arnaud aux urgences parce que lui, il a besoin des soins et il n'est pas décédé. Au lieu de l'emmener aux urgences, la police ira avec Arnaud dans une destination qu'on ne connaît pas et ils reviendront avec le corps
criblé de balles. Les témoignages des agents de la mort qu'on a eus disent que la première fois, il avait une seule balle, mais quand ils sont revenus avec le corps, il avait 4 ou 5 balles sur son corps. Donc, ils l'ont criblé de balles avant de le ramener à la mort. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a une police criminelle qui se comporte vraiment comme des criminels en puissance. Donc, si j'ai bien compris, je vais juste récapituler. Oui. On attrape un jeune de 16 ans, vous avez dit, parce que, bon, il aurait, bon, pris la fuite comme tout le monde, parce que, bon, l'ambiance était telle que tout le monde courait dans tous les sens. Lui, il va s'abriter quelque part. Malheureusement, il tombe entre les mains d'un, voilà, un petit voyou, il faut l'appeler comme ça, qui le tabasse, appelle la police vient le chercher et va l'exécuter. On tire, donc il reçoit une balle, c'est ce que j'ai cru comprendre, Oui. Et on va déposer le corps à la mort comme ils ont coutume de le faire. Et là-bas, on constate que finalement, il respire encore, qu'on peut le sauver, il faut l'amener à l'hôpital, rapidement à l'hôpital pour qu'on le sauve, parce qu'évidemment, c'est une vie qu'on peut encore sauver. Et les policiers prennent le jeune, l'emmènent, au lieu de l'emmener à l'hôpital, ils vont l'achever, c'est-à-dire ils vont encore tirer sur lui. Et donc, cette fois-là, on constate qu'au retour, finalement, il a désormais 5 impacts de balles. Oui, justement. Donc, il faut coûte que coûte tuer, c'est ça. Il faut tuer. Il faut tuer. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est ce déni de justice, parce que s'il est vrai que ce sont des jeunes bandits qu'on arrête, il faut les présenter devant les juges pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là et répondre aux problématiques que cela soulève. Gouverner, c'est aussi ça, arriver à comprendre pourquoi on a une tendance de jeunes qui vont à la délinquance et résoudre les problèmes à la racine. Alors, plutôt que de s'attaquer aux problèmes, on tue et on tue même des jeunes innocents. Là, c'est ce que moi, personnellement, je ne comprends pas et c'est pas acceptable. C'est vraiment pas du tout acceptable. Je vais proposer un autre reportage et probablement qu'après, nous passerons pour comprendre et le volet, j'allais dire, hein, le volet sécurité de votre rapport. C'est un reportage TV5 qui relate en fait les mêmes faits, hein, la nature de la police congolaise, toujours dans ces actes de torture ou d'exécution sommaire. Et on revient sur le plateau suivant. Quand des policiers congolais se livrent à des actes de torture sur de présumés délinquants, tout en se filmant. Sur ces images que nous avons choisi de flouter et de ne pas vous montrer dans leur entièreté, on aperçoit un policier et d'autres personnes fracturer la jambe d'un homme à Brazzaville. La séquence diffusée sur les réseaux sociaux suscite la stupéfaction et l'indignation en République du Congo. Plus de détails avec notre correspondant Birdie Pambou. Très vite, la vidéo est devenue virale. On y voit des policiers munis de marteaux qui torturent des délinquants présumés. Le journal Le Troubadour, connu pour être proche de la police congolaise, a annoncé que ces policiers ont désormais été interpellés. Ils devraient rapidement être présentés au procureur de la République. La police congolaise avait déjà fait la une des journaux il y a 2 mois. C'était début novembre, lorsque 6 personnes avaient été retrouvées mortes dans les geôles du commissariat central de Brazzaville. Leur mort serait due à la surpopulation carcérale selon le gouvernement. Mais d'après les autopsies réalisées à la demande d'une ONG, certains d'entre eux avaient été torturés. Voilà, alors le reportage de TV5 vient comme pour conforter et démontrer que finalement, c'est une police, c'est ce qu'il faut, c'est en des termes, hein, on ne peut pas trouver d'autres, c'est une police criminelle, c'est-à-dire, et qui prend parfois plaisir de ce qu'elle fait, parce que là, on nous dit bien que la police était filmée, c'est-à-dire elle-même, de ce qu'elle est en train de faire, en train de briser les jambes des jeunes avec des marteaux, et elle se filme. Est-ce que c'était pour envoyer le message à ceux qui leur ont demandé d'exterminer les jeunes, pour dire qu'ils font du bon boulot, ou comment interpréter ça? Et je crois que vous avez suivi cet épisode. En plus, où en est-on avec cette affaire? L'affaire du viaduc, il y a eu un procès. Il y a eu un procès, mais on s'est contenté des petits poissons, pour utiliser le langage du régime, parce que tous les policiers sur le banc des accusés disaient qu'ils avaient reçu des ordres
et on n'a jamais fait comparaître le donneur d'ordre. Jamais, à aucun moment. Est-ce qu'on le connaît déjà? On le connaît tout de même, le donneur d'ordre? Oui, mais il faut que je regarde d'autres rapports. D'accord, ok. Donc, on le connaît, tout de même, on le connaît. Et puis, je vais recommander à nos téléspectateurs, évidemment, de s'approprier ce rapport 2023 du Centre d'action pour le développement, le CAD. Voilà. Et il est déjà disponible, je crois, en ligne, c'est ça? Oui, il est disponible sur notre site internet www.cad-cg.org. Ok, d'accord. Alors, donc, on parlait de ces jeunes dont les jambes ont été brisées avec les marteaux. Qu'en est-il concrètement? Le donneur d'ordre, il est connu, mais il n'a jamais comparu, c'est ça? Non, il n'a jamais comparu. Voilà. Et que ceux du viaduc se sont filmés. Et c'est pas les seuls jeunes qui ont été traités. Ah, c'est une autre expression que la police utilise pour parler de torture. Ils disent traiter. C'est pas les seuls jeunes qui ont été traités. Traiter, c'est casser les pieds ou les mains avec des masses, comme on a vu sur cette vidéo. Comme ils ont un autre terme aussi qu'ils utilisent souvent, faire voyager. Faire voyager, c'est exécuter. Faire voyager, c'est faire disparaître, exécuter. Faire voyager ou donner le visa. Donc, ce sont c'est quand même bizarre. Alors, Gershom, est-ce qu'on peut passer à un autre cas? Et là, voilà, il y en a plein, mais bon, on ne peut pas tout traiter aujourd'hui, c'est vrai, mais on va prendre quelques-uns. Il y a eu également cette affaire des 6 jeunes qui ont trouvé la mort dans une cellule du commissariat central de Brazzaville. Le procès a-t-il eu lieu? Là, par contre, l'instruction est en cours. Et c'est comme je le disais quand on parlait de la justice tout à l'heure. Lorsque vous êtes des justifiables, des gens normaux, il faut attendre. Et c'est une épreuve supplémentaire pour les familles des victimes. Et ce déni de justice est une épreuve terrible parce que lorsqu'on perd un être cher dans les geôles du commissariat central, on veut quand même comprendre ce qui s'est passé. Déjà que les rapports d'autopsie disent que les victimes ont été torturées, contredisant la thèse officielle du gouvernement qui sont morts d'étouffement. Donc, les parents veulent bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ces jeunes ont été torturés, pourquoi est-ce qu'ils ont été torturés là, cette nuit-là, qu'est-ce qu'on leur reprochait, et que parmi eux, il y avait des prévenus, il y avait des gens qu'on avait ramassés dans la nuit, il y avait même quelqu'un, je crois, Loubaki Guiliano, qui devrait sortir de prison, mais que les policiers ont fait une surenchère, ont demandé aux parents de payer une somme d'argent, un montant exorbitant pour le libérer, le temps que les parents collectent cet argent. On parlait en termes de 300 000, un truc du genre, oui. Oui. Et le temps que les parents collectent les fonds, il a trouvé la mort. Donc maintenant, il faut quand même qu'on explique aux parents qu'est-ce qui s'est passé. Et les parents ne peuvent pas se contenter de ce qu'on leur a dit ce jour-là. Ce sont des choses qui arrivent. Prenez courage. Alors, Gershom, est-ce qu'on peut maintenant nous parler du volet sécurité en tant que tel de votre rapport, c'est-à-dire de manière globale? Qu'est-ce, de manière résumée, le volet sécurité de votre rapport? En dehors des éléments qu'on vient de traiter tout à l'heure, des reportages que nous avons commentés. Justement, dans le volet sécurité, on constate, c'est comme je l'ai dit, une augmentation des arrestations arbitraires, détentions arbitraires, de la torture, des exécutions sommaires et extrajudiciaires et des disparitions forcées. Ça, c'est du fait des forces de l'ordre, mais aussi de la surenchère sécuritaire qui entoure la supposée lutte contre la délinquance urbaine. Hormis cela, on a le fait que non seulement les détentions sont arbitraires, mais les conditions de détention sont telles que les cellules de garde à vue sont des endroits de déshumanisation où y séjourner et
ce sont des endroits où, lorsque vous y séjournez, vous sortez malade, où les forces de l'ordre vous violentent, que ce soit physique, violence verbale, et les conditions de séjour dans ces postes de garde à vue sont assimilables à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Et lorsque vous parlez des traitements cruels et dégradants, j'ai vu sur votre rapport une image d'un monsieur avec des hématomes au dos, un dos pratiquement déchiré, probablement, quand, je ne sais pas comment, avec quoi on le frappait, et on peut garder quelqu'un comme ça. Ça se passe où? Ça s'est passé dans le département des Plateaux, un village vers les Canas, où 3 jeunes ont été arrêtés pour des faits présumés de vol sur un chantier où ils travaillaient, vol de matériaux de construction. Et dans le poste de sécurité du village, ils ont été tabassés, soi-disant pour obtenir des aveux, parce qu'ils ne voulaient pas témoigner. Ils ont ensuite été transférés au commissariat de l'Ekana et avant d'être relâchés. Donc, on a que même dans les petits villages où tout le monde connaît tout le monde, on a comme ça des dérives policières où c'est d'une cruauté que vous n'imaginez pas. Vous voyez cette peau lacérée, je ne crois pas que vous pourrez la montrer, c'est une image très choquante. Mais cette peau lacérée, on se demande bien quel outil a été utilisé pour le frapper jusqu'à déchiqueter sa peau à ce point. Évidemment, ça m'a fait penser à M. Kalakala, Kalakala, qui a subi le même traitement et qui en est mort d'ailleurs. Et comme oui, quoi, cette police n'a jamais tiré de leçon, ils sont morts, qu'on continue à traiter les Congolais comme ça, voilà, comme des oui, sauvages, mais des esclaves. quand une police arrive à inventer des expressions pour parler en code et exécuter sommairement des populations, on n'a plus affaire à une police républicaine. On a affaire à une mafia, à un groupe de délinquants en puissance et qui arrivent même à s'inventer un langage voilà, pour ne pas qu'on sache de quoi ils parlent. Parce que, Et là, vous nous imaginez, avez dit que c'est à l'intérieur, bon, c'est comme ça qu'on appelle ça souvent l'interland, hein, que vous avez mené aussi certaines enquêtes, et c'est à croire finalement que c'est une politique générale de la police congolaise de maltraiter, de torturer les Congolais, de les tuer, voilà. Une vie humaine reste une vie humaine, il faut la une vie humaine respecter. reste une vie Et humaine. donc, mais quand ça se passe sur tout le Congo ou bien tout le pays comme ça, on commence à se poser la question, est-ce que c'est je ne sais pas comment appeler ça, c'est une politique générale de la police congolaise de La tuer les Congolais? la police est devenue un instrument de terreur. Je crois que la police congolaise est un groupe terroriste. Elle a une autre mission alors? Oui, oui, oui. Il s'agit d'installer un climat de terreur pour un climat dans lequel les violations des droits humains persistent, continuent, pour éviter que les populations ne s'organisent et ne revendiquent leurs droits. Vous savez, monsieur Perrin, je l'ai dit au début, lorsque vous êtes témoin d'une exécution extrajudiciaire, lorsque vous savez que la police tue, quel courage vous aurez de participer à une manifestation? Quel courage vous aurez d'aller rejoindre, de mener une revendication? Mais cette terreur, elle a toujours existé. Ça n'a pas empêché les jeunes de s'organiser en 2015 pour dire non, on ne veut plus de cette gouvernance-là. Et cette Voilà, gouvernance et par la donc une terreur. gouvernance, on va avancer, pardon, à Gershom pour gagner le temps. Alors, une gouvernance basée sur la terreur. Il faut maintenir la terreur au Congo pour faire peur à tout le monde. Il y a eu d'autres images du genre, ben voilà, c'est toujours dans votre rapport, une petite cellule, à avoir, c'est une petite cellule de 2 mètres carrés. Il n'y a même pas de mousse, donc ils sont là. Et ça se passe où? C'est une cellule de garde à vue ici au Congo. Et que les conditions de détention partout dans toutes les prisons du pays
À la maison d'arrêt de Brazzaville, c'est pléthore. Le taux d'occupation est autour de 603%. On est au-delà, on est à 6 fois la capacité d'accueil. Mais du coup, la maison d'arrêt renvoie les prévenus dans les commissariats centraux qui n'ont pas été construits pour que les gens puissent y rester pendant longtemps. Il n'y a pas de latrine. Les détenus pissent les uns à côté des autres, font leurs besoins dans un petit bidon de maillot découpé à cet effet. Et une scène surréaliste dans un commissariat à la cité du 17. Le matin, les détenus sortent avec ce petit bidon rempli de matière pour aller jeter à l'autre côté de la rue. Ils sont en petite culotte, torse nu. Est-ce que c'est une manière de respecter la dignité de la personne? Bien qu'elle soit prévenue, la personne est censée être supposée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. On ne peut pas comme ça porter atteinte à leur dignité en les mettant dans des conditions. C'est pire que des porcheries, les lieux de détention. Pire que des porcheries. Passons donc au volet éducation et santé, parce qu'évidemment, ce sont là les deux piliers de développement d'un pays. On commence par l'éducation, puisque vous avez enquêté là-dessus. Là aussi, on parle des droits humains. Qu'est-ce que ça donne? Alors, le droit à l'éducation et la santé, je crois, c'est à croire qu'on a des dirigeants qui ne sont pas allés à l'école. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui reconnaissent l'importance de l'éducation dans leur parcours et dans leur accomplissement puissent autant négliger le secteur de l'éducation. L'éducation est abandonnée. On a des parents qui cotisent pour payer des enseignants qui sont pratiquement tous dans le milieu rural des appelés volontaires. Et être appelé volontaire, c'est la précarisation extrême parce que vous vivez des petites cotisations que les parents font, mais votre charge de travail est supérieure à la charge de travail d'un fonctionnaire normal parce que vous cumulez les heures, vous avez 2-3 classes à vous tout seul, vous travaillez dans des conditions où vous n'avez pas de matériel didactique, où vous n'avez pas de matériel, vous n'avez pas de classe, vous manquez même de salle de classe pour dispenser vos enseignements. Pardon, je vais récapituler. Vous êtes en train de dire que dans ces localités que vous avez visitées, où vous avez enquêté, vous trouvez donc des appelés volontaires, qu'on les appelle comme ça, c'est-à-dire des vacataires, des gens, voilà, des Congolais qui ont finalement accepté enseigner sans salaire, sans contrat, mais bon, il faut sauver l'éducation, il faut enseigner les enfants. Et donc, ils enseignent dans ces écoles où à un moment donné, ils sont obligés parfois d'enseigner dans le cas du primaire, par exemple, du CP1, CM2, ou quand c'est les collègues, quand c'est le collège, on va de la 6e à 3e, le même enseignant, et qui doit se multiplier, s'il faut le dire, en 16 cette fois-là, pour tenir toutes ces classes. Et ce monsieur n'a pas de salaire. Justement. Il est payé par les cotisations que font les parents. C'est limite esclavagisant. C'est-à-dire, non seulement il n'a pas de salaire, mais il ne paye pas de cotisation sociale, donc il n'aura pas de retraite. Il n'a pas le droit d'être dans un syndicat. Quelle que soit la durée ou le temps qu'il va passer à enseigner. Il n'est pas fonctionnaire, il n'a pas le droit d'être dans un syndicat. Donc, il ne peut pas revendiquer ses droits. Il doit se contenter des petites cotisations que font les parents d'élèves. On parle de l'enseignement public où c'est gratuit, où les parents ne devraient pas payer. Mais là, puisque l'État a décidé de démissionner, on a des parents qui eux-mêmes vivent déjà dans une précarité extrême parce qu'on est en milieu rural, on connaît la pauvreté des paysans dans ce pays, qui eux-mêmes vivent déjà dans des conditions de précarité, à cotiser chaque semaine 100 francs, 200 francs, 300 francs pour que l'enfant aille à l'école. Et pour trouver combien d'argent à payer à cet enseignant ou à ces enseignants?
y a un enseignant que j'ai interrogé dans un village, après le village du Premier ministre. Donc, c'est à 10 ou 15 kilomètres du village du Premier ministre. Il y a un enseignant que j'ai interrogé là-bas. C'est quoi le nom? Ça, au moins, on peut dire, non? Le village, c'est Koutou. C'est Koutou, à quelques kilomètres, là où il y a le site de Situpola Potas. En plus. L'enseignant que j'ai interrogé là-bas, d'abord, le premier problème, c'est que le bâtiment qui est prévu pour l'école, la toiture a été emportée. Donc, les populations ont dû construire un bâtiment provisoire. Ils l'ont construit en 2009 et c'est ce bâtiment provisoire qui sert de lieu d'enseignement. Ce bâtiment provisoire a 3 classes, trois espaces. Il y a un pour la direction et 2 salles de classe pour l'école primaire. Les parents cotisent 100 francs par semaine. Ils ont une cinquantaine d'élèves. Ça fait qu'il a 5 000 par semaine. Et même ces 5 000 pour les avoir, il y a des parents qui ne peuvent pas cotiser chaque semaine. Donc, il est payé, ce cher monsieur est payé à 20 000 par mois. Et il m'a dit que ça fait 20 ans que ça dure. Il enseigne depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il enseigne. Enseignant vacataire. Dans cette école-là, ça fait 20 ans. Pas de contrat de travail, pas de salaire. Il doit se contenter des cotisations qui peuvent lui apporter à 5 000 francs la semaine, fois 4, ça fait 20 000. Et on vit comme ça. Et ceux qui doivent cotiser, vous avez dit d'abord les parents. On sait bien que les retraités aujourd'hui, parmi eux des retraités qui accusent plus de 48 mois d'arriérés de pension, il y a des salariés, des fonctionnaires qui ont du mal à boucler les 2 bouts du mois lorsqu'on connaît les salaires qu'ils touchent. C'est juste un rappel. Au Congo, on nous parle d'un SMIC de 90 000 francs CFA officiellement, mais nous savons que les sociétés, il y en a plein d'ailleurs qui payent jusqu'à 35 000 francs le mois, 45 000 francs, pour ceux qui ont un peu de la chance, 60 000 francs le mois. Et ce sont ces parents-là qui doivent cotiser encore 100 francs, difficilement. Pour payer les enseignants. Et dans un autre village vers Moulionzi, ça arrive jusqu'à des cotisations de 5 à 6 000 francs par mois. Donc, c'est limite une école privée puisque moins vous avez d'élèves, plus vous devez cotiser pour pouvoir atteindre le montant qu'il faut pour payer l'enseignant. Et si vous n'avez pas assez d'élèves? Si vous n'avez pas assez d'élèves, les choses. La cotisation est vraiment élevée. Alors, mais à quoi sert donc les budgets de l'éducation? Est-ce qu'il vous est arrivé quand même de remonter le fil pour comprendre où passe l'argent du budget de l'éducation? Parce qu'il y a quand même un budget pour ça, non? Et le Premier ministre qui est là, Anatole Kouliné-Makosso, je crois qu'il était aussi ministre de l'enseignement, de la jeunesse, il est passé par là. Où va donc finalement le budget de l'éducation? Parce qu'il existe quand même. Vous savez, la République du Congo, les hautes autorités, les membres du clan présidentiel sont souvent cités. Ils sont toujours cités dans tous les scandales financiers qu'il y a à l'échelle internationale. Pandora Papers, Panama Papers, c'est juste le nom qui change. Vous avez dit, il y a Pandora, aussi Panama, dernièrement. Tous les scandales financiers que vous prendrez au cours de ces 5-10 dernières années, il y a toujours des membres de la famille présidentielle. Sinon, le président de la République, ses ministres, des gens de son gouvernement qui sont cités. C'est pour dire que les fonds publics ici ne servent pas à l'intérêt général, ne servent pas les besoins des populations. Les fonds publics servent des intérêts égoïstes et personnels. Vous savez, il y a une chose que nous défendons au Centre d'action pour le développement, une chose que nous appelons de nos voeux, c'est une gouvernance plus en phase avec les besoins des populations. On dit gouverner selon les besoins des populations. Mais ce qu'on constate partout où nous allons, c'est que les priorités des populations, lorsque vous discutez avec les populations, ils vous disent on a besoin d'eau, on a besoin que nos enfants soient en bonne santé, donc que l'hôpital ait des médicaments où on peut être consulté et que nos enfants soient bien éduqués pour que eux aussi ils puissent aspirer à travailler. On ne veut pas de la même vie de précarité pour nos enfants, on veut que eux ils aillent à l'école pour qu'ils puissent espérer un avenir meilleur. Mais
partout, là, partout dans tous ces espaces, quand on compare avec les priorités du gouvernement, il n'y a ni l'eau, ni la santé, ni l'éducation. C'est l'armement, l'armement et encore l'armement. Les besoins des populations sont l'eau, la santé et l'éducation. On a besoin d'une eau potable, pas une eau jaunâtre qui coule des robinets, qui cause des maladies. Et on a des directeurs de la LCDE qui nous expliquent que la chigellose, ça n'a rien à voir avec la mauvaise qualité de l'eau qui coule à Dolisie. Mais de qui se moque-t-on? Mais en plus, il disait, vous pouvez la consommer, elle est propre, mais pourvu que vous la bouillissez d'abord. Et donc, on dit quelque chose et son contraire au même moment. On vous dit que c'est de l'eau potable, mais il faut d'abord la bouillir avant de la consommer. C'est tout le paradoxe du Congo, en fait. Alors, vous avez là abordé un volet sur les détournements, évidemment, des deniers publics. Il faut dire les détournements en série, le vol, car bon, chez nous, on appelle ça vol. Détournement, Oui, comme oui, oui. disait Luambo Makiadi, tout ça, c'est le vol, en fait. C'est juste les termes qui changent. Donc, on vole en série, en bande organisée en plus, l'argent du Congo, et cela fait de sorte que, voilà, tout ce qu'on devrait l'argent avec lequel on devrait améliorer les conditions de vie des Congolais est détourné. Et vous avez parlé des détournements. Ici, on peut les rappeler. Tout le monde sait encore, c'est encore en mémoire. Hein, tout le monde sait qu'on a dilapidé 14 000 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est quand même 25 milliards de dollars US. Donc, 5 à 7 ans hein, du budget congolais. C'est-à-dire les Congolais pouvaient rester chez eux pendant 5 ans. Ils auraient l'argent pour faire fonctionner l'État. On nous a parlé également de 25 milliards qui avaient été détournés pour le Covid-19. On se rappelle, il y a eu 9 milliards à la CNCS qui ont été aussi volés. Après, on nous a parlé de FIGA. Là aussi, on a volé. On continue à voler, 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 voler. On a dit Orient Oil tout à l'heure. Tout cet argent qui devait servir à améliorer les conditions des Congolais, on préfère garder les Congolais comme des esclaves en plus. Quelle interprétation donner à cela dans votre domaine? Les détournements de fonds se traduisent sur le terrain, dans la vie de tous les jours, La précarité la précarité des populations, la démission de l'État dans les secteurs qui sont prioritaires dans les secteurs régaliens. On a parlé de l'éducation tout à l'heure, mais c'est le même constat sur le secteur de la santé, où on a des centres de santé qui sont tenus par des agents communautaires. Pardon, quand vous dites des agents communautaires, à quoi faites-vous concrètement allusion? Quel est d'ailleurs, voilà, c'est peut-être la question qu'il faut poser. Quel est le profil du personnel de santé que vous avez rencontré dans les hôpitaux que vous avez visités? Les agents communautaires de santé sont des gens qui vivent dans les villages où il y a les hôpitaux, les villages environnants, qui ont au moins un niveau brevet, et donc BEPC, troisième, au niveau secondaire, le premier cycle, et à qui on apprend comme ça une formation sur le tas, ils apprennent comme ça à faire une piqûre, mais c'est plus pour aider le personnel de santé que pour le remplacer. Là, on a vraiment des centres de santé qui sont tenus par des agents communautaires. Il n'y a pas de fonctionnaires. Avec tous les risques que cela représente. Avec tous les risques que cela représente pour les populations et pour les malades. Et partout, dans tous les hôpitaux, surtout dans le milieu rural, là où il y a les médecins, ils vous disent on n'est pas assez nombreux et les agents qu'on a ne sont pas assez qualifiés. Il faudrait qu'il y ait un programme de formation continue, mais il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas des écoles de santé dans ces localités-là, ça n'existe pas. Donc, on leur forme là, sur place. Là, et puis après, ils vont pratiquer sur le corps humain. Oui, sur le corps humain, directement. Et là, on a donc un personnel qui n'est pas qualifié pour faire ce qu'on attend de lui. Il y a même un village où c'était le médecin-chef lui-même qui faisait les accouchements.
Le village a dû se réunir pour lui dire, mais toi, tu es un homme, on ne peut pas accepter que tu fasses accoucher nos femmes. Donc, c'est contraire à nos mœurs. Est-ce que tu peux pas former une dame pour faire les accouchements? Et mais là, on a une communautaire qui sert de sage-femme, mais c'est au risque et péril des populations et des femmes qui Et vont tout ça, accoucher. dans quelles conditions de travail les structures sont? Conditions de travail. Ça te fait rire déjà, il y a un souci Non, c'est criminel. déplorable. C'est criminel. On ne peut pas, à ce niveau-là, avec tous les fonds qui ont existé, il y a eu un programme de construction de 12 hôpitaux de référence Dont l'argent avait été dans chaque décaissé, département 700 du pays. milliards de francs CFA. Il faut le rappeler, 700 milliards avaient été débloqués. L'enveloppe avait été débloquée. 700 milliards pour la construction de ces hôpitaux. Aucun hôpital n'est achevé. Celui de Brazzaville, donc l'hôpital qu'on a forcé, c'est l'hôpital de Kombo, qui a été inauguré, dont un module a été inauguré, mais dans tous les autres départements, dans les autres départements, aucun C'est ce qu'ils ont, je crois, c'est ce qu'ils ont fait aussi à Pointe-Noire. Ils ont inauguré un hôpital, mais l'accès demeure encore difficile et c'est ce qui nous est rapporté. Donc, il n'y a pas une voie d'accès à l'hôpital, mais on va quand même inaugurer. Mais donc, bref. Hormis Brazzaville et Pointe-Noire, c'est deux hôpitaux. Les 10 autres départements, aucun hôpital n'est achevé. Aucun hôpital n'est achevé. Et ces hôpitaux-là sont recouverts d'herbes, les chantiers sont abandonnés. Vous trouvez des grutiers. Vraiment, les chantiers sont abandonnés et partout. Et on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir cette volonté de ne rien faire dans tous les départements du pays. Alors que nous parlons de la santé, et que là, apparemment, c'est ce que je semble comprendre, qu'il y a un déficit du personnel de santé, et dans le même temps, nous avons des jeunes Congolais qui sont allés apprendre à Cuba, qui sont rentrés depuis, je crois, 1 an ou 2 ans, qui dernièrement ont marché parce qu'ils étaient en train de réclamer leur intégration dans les hôpitaux. Donc, on dépense de l'argent pour former, parce que c'est l'État congolais, en fait, qui les a envoyés à Cuba. Ils se sont formés, les jeunes ont fait ce qu'il fallait faire, ils sont rentrés avec les diplômes, et après on les abandonne dans la nature, alors que dans le même temps, dans nos hôpitaux, comme vous êtes en train d'expliquer, il y a un déficit de personnel. Je l'ai dit pour les enseignants, le déficit en termes d'enseignants est autour de 20 000. Le déficit en termes de médecins atteint les mêmes proportions. Au Congo, je crois que c'est dans notre rapport 2022, on disait que le Congo est un désert médical, justement parce que il y a des endroits où on emmène les gens à l'hôpital dans une brouette. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez dit dans la brouette. Oui, nous sommes là au Congo. On est au Congo. Pour aller de l'endroit où tu es à l'hôpital, on t'emmène dans une brouette. Il y a des témoignages glaçants où les parents te disent, mais s'il n'y a pas un véhicule de fortune qui passait, c'est sûr que j'aurais perdu mon enfant. Parce que justement, il n'y a pas de route, l'hôpital n'a pas d'ambulance, et cet hôpital se retrouve à 45, 50, 90 kilomètres d'un grand centre. Et il y a même juste là, à côté de Brazzaville, là, à Goma Tete, un hôpital qu'on a inauguré après le conflit armé, qu'on a rénové, mais où on n'a rien mis, où les malades qui arrivent dans cet hôpital sont obligés de dormir à même le sol lorsqu'ils sont gardés en observation. Donc, on a inauguré le bâtiment, on a fini les travaux, mais à l'intérieur, il n'y a même pas un microscope, il n'y a même pas un lit, il n'y a rien. Et c'est ce vide qui se constate sur les droits sociaux, sur les besoins fondamentaux des communautés. C'est ce vide-là qui est palpable. Et dire que ça se passe au Congo, comme je disais tout à l'heure, un pays richement béni, comme qui dirait. Je rappelais qu'il y a le pétrole, le bois, les minerais, les terres arables, le port en eau profonde, et tout ce qu'on peut citer. Et tout ça, c'est exploité par des multinationales étrangères. Et donc, tout ça, le Congolais n'en tire aucun profit. C'est quand même bizarre et ça ne s'explique pas.
Non, ça ne s'explique pas. Et puis hier, je crois que je discutais avec un ami qui me parlait de la mauvaise habitude qu'ont les gouvernants de gager les ressources. Mais on gage pour que ça profite, pour qu'on améliore les conditions de vie des populations. On ne gage pas euh, pour, euh, pour Pour nourrir aller planquer dans les paradis ses fiscaux. appétits et pour planquer dans des paradis fiscaux, pour être célèbre dans les Pandora et les Panama Papers. C'est pas là qu'on a besoin, c'est pas là qu'on attend nos dirigeants. On les attend qu'on nous cite comme Alors, pays. voilà. Tout à l'heure, Oui, on va parler de l'eau et de l'électricité que vous avez déjà abordé. Mais voyons, je vais vous proposer un autre, c'est le dernier reportage de cette émission. C'est sur l'hôpital général de Dolisie. C'est un hôpital de référence. C'est comme ça qu'on appelle ça. Hôpital de référence créé en 1932. C'est juste un rappel pour les Congolais. On va regarder le reportage et on revient sur notre plateau. Suivez. Un mur de clôture pourtant bien érigé, à l'intérieur, des herbes sauvages envahissant les aires de circulation, des bâtiments d'hospitalisation aux murs lézardés et aux toits très vieillissants. Voilà le triste décor que présente actuellement l'hôpital de référence de Dolisie dans le département du Niari. Dans ce centre hospitalier, il y a bien lieu de dire que la circulaire du gouvernement de la République portant salubrité des lieux publics tous les premiers samedis des mois n'est pas respectée. Aucune initiative prise par l'administration de cet hôpital, pourtant beaucoup sollicité par les populations de Dolisie et environ. Pendant que nous réalisons ce reportage, nous avons été surpris par une pluie battante ayant laissé les mares d'eau dans la cour de l'hôpital. À la tombée de la nuit, l'éclairage public ne répond pas car les visiteurs et même les malades utilisent quelquefois des lampes à piles en cas de mouvement extérieur. Quelques Dolisiens interrogés reconnaissent le travail abattu par les corps infirmiers et médicaux tout en condamnant l'avancée de cette insalubrité. L'hôpital est malade parce que les conditions dont les malades vivent, ce n'est pas d'une. Parce que nous sommes entourés d'herbes et puis il y a le problème dans les salles, même les dehors, l'extérieur, il n'y a pas de lumière, il y a d'autres salles qui sont vraiment dans les noirs, c'est vraiment déplorable. Les jardins là étaient bien entretenus, les repousse partout, les jardins n'est pas coiffés. On se demande qu'est-ce qui se passe. Les poubelles, les gens sont partout, tout est abandonné. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Les fils de Dolisie qui sont nés, nombreux, hein? Nous sommes déjà des pères d'enfants qui ont donné des enfants ici, donc vraiment nombreux. C'est un hôpital qui a sauvé déjà beaucoup de vies. Hier, par exemple, l'hôpital avait des crédits. Bon, l'État venait pour essayer un peu d'aider l'hôpital par la subvention. Mais aujourd'hui, l'hôpital ne vit que de ces mini-recettes. Et quand vous voyez ces mini-recettes, là, ça ne représente absolument rien. Et puis, il n'y a pas de services qui peuvent produire de l'argent pour faire fonctionner la structure. Bon, nous ne sommes pas comme chez les autres où il y a des dons, il y a les gens qui viennent en aide. Mais depuis qu'on est là, on ne voit pas les gens, que ce soit l'homme politique ou qui vient pour dire, voilà, on vient donner ceci pour subvenir aux besoins de l'hôpital. Un hôpital qui ressemble, bon, franchement, est-ce qu'on peut appeler ça forêt du Mayombe ou je ne sais pas, mais un hôpital dans cet état. Et c'est au Congo, Brazzaville, troisième producteur du pétrole. Un hôpital qui a été créé depuis 1932. Et les gens se soignent là-bas. Troisième ville du Congo. Et là, c'est Dolisie, troisième ville du pays. C'est ce que j'allais dire. Et cette situation à Dolisie, troisième ville du pays, cache une situation encore moins reluisante dans les plus petites villes. Et donc, ça nous donne en fait l'idée sur ce qui se passe dans les autres petites... voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le secteur de la santé, tout comme celui de l'éducation, l'État a choisi de l'abandonner. On a des hôpitaux qui fonctionnent sur la base des recettes qu'ils effectuent. Donc, lorsque les gens viennent se faire consulter, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous êtes un hôpital de grande taille, vous faites plus de recettes
que les hôpitaux de petite taille, mais n'empêche, c'est pas toutes vos recettes que vous utilisez pour le fonctionnement de l'hôpital. Ils ont une grille de répartition qui les oblige à ne garder que 50% des recettes pour acheter les médicaments. Et 50% de recettes pour alimenter la pharmacie et le reste obéit à une grille de répartition obscure. Mais c'est pour dire que les grands hôpitaux, même les grands hôpitaux, ne peuvent pas, sur la base des petites recettes qu'ils effectuent, remplacer du matériel hospitalier. Le matériel hospitalier coûte cher. Même si vous gérez l'hôpital. Mais même pour le fonctionnement avec la crise que traverse le Congo, vous pensez qu'on peut faire fonctionner un hôpital avec les recettes hospitalières? C'est très difficile. C'est quasiment impossible. C'est reporter toute la charge, parce que là, c'est le contribuable, c'est celui qui va à l'hôpital qui doit payer. Et vous voyez que ça explique le climat dans lequel les gens sont consultés dans les hôpitaux. Puisque la personne qui vous consulte sait que lorsque vous payez, elle sera payée, elle vous exige de payer d'abord avant de recevoir les soins. Et si vous ne payez pas, vous êtes abandonné. Là, on touche à des problèmes mais le fait que l'État refuse de subventionner les hôpitaux a des conséquences graves. D'abord, les prix des consultations augmentent. Il y a des villages où, dans les plateaux où j'étais dernièrement, le médecin-chef me dit, mais si je mets la consultation à 2000, personne ne viendra à l'hôpital parce que j'ai même pas les médicaments pour leur soigner. J'ai pas de quoi, je peux même pas soigner les problèmes ici. Mais au fait, est-ce qu'on peut en parler? Y a-t-il des pharmacies, des plateaux techniques, on disiez? Comment on fait dans ces hôpitaux-là? On a vu ensemble le reportage sur Dolisie. Dolisie, oui. Je le dis, je vous ai parlé tout à l'heure de Goma Tete où on a réhabilité le bâtiment, on a oublié de mettre un microscope. Alors que la première cause de consultation dans ce pays, c'est bien le paludisme. Il y a plein d'hôpitaux comme ça où il n'y a même pas de quoi faire une goutte épaisse. Donc, avant de parler du plateau technique, oui, c'est vrai. Alors, Gershom, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et dire que dans ce même pays, nous avons des ministres qui gagnent des salaires de 11 millions de francs CFA par mois. Le Premier ministre est autour de 25 millions, sans compter le fonds du fonctionnement de son ministère ou de leur ministère, qui va jusqu'à dans l'ordre de 30 millions par mois. Ils ont l'eau gratuite, le carburant gratuit, l'électricité gratuite, ils ont les primes de logement, voilà, ils ont des véhicules gratuits, tout est gratuit pour eux, avec des très gros salaires. Et savoir que les Congolais vivent ce que vous êtes en train de décrire là, ça pose quand même problème. On y reviendra un autre jour, mais on va terminer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps est presque à la fin. Alors, l'eau et l'électricité, vous avez déjà abordé ce volet-là, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Quel est aujourd'hui le taux de couverture, par exemple, en termes d'électricité ou de l'eau au Congo-Brazzaville? C'est quand même un pays pourtant couvert par... L'eau et l'électricité, c'est plus qu'un problème. On ne comprend pas que malgré toute cette hydrographie, malgré tous ces fleuves qui traversent le pays, on ne soit pas capable de traiter et de distribuer de l'eau de qualité, on ne soit pas capable d'avoir l'électricité. Et on voit le défilé des bidons jaunes. C'est comme ça qu'on appelle ça, les bidons jaunes qui défilent à travers la ville. Oui, dans la ville, il faut aller chercher l'eau. Pour les quartiers qui sont au bord du fleuve, bénédiction, mais pour les autres, il faut faire des kilomètres à la recherche de l'eau potable. De l'eau potable. Et les Nations Unies, d'abord, nous-mêmes déjà, dans la vie de tous les jours, on dit que l'eau, c'est la vie. Les Nations Unies estiment que le droit à l'eau est un droit fondamental et nécessaire pour la jouissance de tous les autres droits. Donc, une personne qui n'a pas d'eau, on est en train de porter atteinte à sa santé parce que
quand tu n'as pas d'eau potable, tu prends de l'eau de mauvaise qualité. Ensuite, c'est la shigellose, le choléra, les maladies, toutes les maladies hydriques que l'on connaît. Point comme ça, quel lien cela a sur la santé et la qualité de vie de la personne humaine? Parce que l'argent que tu gagnes va aller dans les ordonnances plutôt que dans autre chose. Quelqu'un disait que l'électricité est pour une société moderne ce que l'air est pour la vie ou l'eau est pour la vie. Il se pose aussi ce problème d'électricité. J'ai lu dans votre rapport, vous l'abordez, mais bon. Alors, je vous laisse donc conclure, mais sur la question des ravins qui emportent les maisons d'habitation à Brazzaville. Le quartier Trois Poteaux à Massingo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, est menacé par le phénomène d'érosion qui avance à un rythme inquiétant aux yeux des populations riveraines. La pluie diluvienne qui s'est abattue le mercredi dernier laisse sans abri des familles entières. C'est le cas de cette femme, avec ses 3 enfants, contrainte de quitter leur maison suspendue à l'érosion aux énormes dégâts. J'avais fui la maison pendant la pluie. C'était vraiment très grave. Si j'avais pas fui, je voulais mourir avec les enfants. J'ai demandé aide aux voisins de venir me secourir avec les enfants. C'était vraiment grave. D'une ruelle à une autre se créent des têtes d'érosion. La peur gagne même. Cette dame retraitée dont la parcelle est à quelques mètres près de l'érosion. Je crains que ma maison puisse tomber parce que là, je suis parti à la retraite. Je n'ai plus de moyens pour acheter encore une autre parcelle pour construire, rester avec les enfants. Là, nous, on ne dort même pas. On dort même. On est toujours debout. Quand il pleut, c'est pas la peine. Le risque est énorme. La ligne électrique à moyenne et haute tension sera endommagée si les mesures urgentes ne sont pas prises. Ici, les pylônes sont à quelques mètres de l'érosion. La pylône se trouve entre les 2 horizons. Donc d'ici peu de temps là, 1 ou 2 pluies, la pylône là partira. Et ce qui est passé à Kintélé, nous les habitants de Trois Poteaux, nous allons nous retrouver là-dessus aussi. Le quartier est vraiment menacé. On n'a pas les moyens pour arrêter. Il faut les engins. Ces pylônes s'est longé de Imboulou jusqu'à Tselampo. Donc si une pylône essaie de tomber ici, donc ça veut dire que tout Brazzaville est dans le noir. Même ce cimetière familial n'a pu résister à la furie des eaux de pluie. Les habitants du quartier Trois Poteaux à Massingo se sentent désormais en insécurité. Non seulement qu'ils sont gagnés par la peur de perdre leurs habitations, mais encore, ces pylônes, une fois écroulés, pourraient occasionner des pertes en vies humaines. Les Congolais abandonnés à leur triste sort, quand il pleut ou quand quelqu'un me disait d'ailleurs au téléphone, dès qu'il commence, donc il aperçoit les nuages s'assombrir, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de chez lui. Donc il fait en fait le contraire, parce que généralement, lorsqu'on sait qu'il va pleuvoir, qu'est-ce qu'on fait? On va s'abriter, soit on va dans sa maison pour s'abriter. Mais au Congo, c'est l'inverse, c'est-à-dire quand les nuages s'assombrissent, les gens quittent leur maison parce qu'ils savent qu'il y aura des dégâts au risque de se noyer dans sa maison. Et là, on nous parle des ravins qui emportent maintenant les maisons et l'État est toujours, comme d'habitude, aux abonnés absents. Oui, je l'ai dit, nous avons un État, donc un gouvernement démissionnaire, et la population est abandonnée à chaque fois à son triste sort. C'est aux populations de se débrouiller, c'est de leur faute, c'est à eux de trouver les solutions. Alors que vous l'avez dit, les contribuables payent taxes et impôts pour que les gouvernants aient ces gros salaires que vous avez cités tout à l'heure. Donc, c'est une gouvernance criminelle où il n'y a aucune empathie, parce que l'État serait au moins ça, avoir de l'empathie pour ceux qui ont le plus besoin et servir les concitoyens avec le plus d'équité possible. Vous savez, les situations comme les érosions, personne n'a choisi de construire sa maison pour qu'elle soit emportée un jour. Personne ne planifie ça. Et il est donc de la responsabilité des gouvernants de prendre les mesures qu'il faut pour éviter que ce genre de questions se reproduisent à chaque saison de pluie. Il y a
le quartier Filou qui a connu les ensablements, je crois, il y a quelques saisons de pluie déjà. Et là aussi, les populations ont été abandonnées à leur triste sort. C'était à elles de se débrouiller pour trouver où aller vivre, où reloger. Et tout ce que l'État sait faire, c'est venir casser les habitations dans les quartiers où les populations ont construit leurs maisons pour les expulser de force, alors que on pourrait bien faire autre chose. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Gershom Gobwang. Je rappelle que vous êtes responsable programme, campagne et plaidoyer au Centre d'action pour le développement, le CAD. En tout cas, grand merci d'avoir disposé ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Après avoir partagé massivement cette émission, et dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été abordés au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. Merci.